Rebonjour à tous. Merci pour cette première émission, ce premier atelier du CX Summit. Et donc, pour ce premier atelier, j'aurai la chance de recevoir deux experts autour d'une thématique vraiment importante, c'est le care management. Un collaborateur heureux est égal à un client satisfait. Et pour cela, donc, j'aurai deux experts. Mais juste avant, je vais répondre à la question qui nous a été posée lors de l'introduction, qui était combien de salariés y a-t-il dans la société Eloquent? Et donc, c'était 105. Voilà, je réponds aux questions. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Dans la solution de webinar, vous avez la possibilité de poser des questions à l'ensemble des participants et on y répondra à la fin des ateliers. Donc là, pour commencer, tout simplement, je vais recevoir deux experts. Donc Benoît Meronin, directeur conseil et stratégie du groupe Chorus, mais également Karen Guichard, consultante CX chez Eloquent. Et donc, je vais peut-être vous laisser vous présenter tous les deux. Donc, honneur aux dames. Karen, je te laisse te présenter en quelques mots. Donc, je suis consultante au sein du département CX chez Eloquent et depuis plusieurs années maintenant, et je prends en charge à la fois des thématiques clients, pour la mise en place du dispositif auprès des clients, et également le pendant du CX, je travaille également sur l'EEX, qui est donc le dispositif d'écoute auprès des collaborateurs. D'accord. Alors Benoît, je te laisse te présenter, même si on te connaît surtout par tes nombreux ouvrages, dont ce dernier ouvrage qui est sorti il y a quelques mois à peine, Manager expérience client, collaborateur, comment changer les comportements. Tout à fait, merci Frédéric. Et donc Benoît Meronin, moi j'ai deux activités, donc directeur conseiller stratégie au sein du groupe Chorus, donc un aménageur, et puis par ailleurs je suis professeur à Grenoble École de Management. Merci Benoît. Alors justement Benoît, tu vas commencer par un sujet qui est important. Pourquoi dit-on un collaborateur heureux est égal à un client satisfait? Alors je vais partager avec vous mon écran. Normalement, les slides, la première slide s'est affichée. Tout à fait, avec les pionniers. Voilà, en fait, pour démarrer, juste deux exemples, parce que Alain le dit en ouverture, c'est vrai que c'est un sujet qui paraît presque une évidence aujourd'hui, à savoir que pour réussir finalement la relation avec un client, il faut travailler en amont ou travailler au moins en parallèle, effectivement, la qualité de la relation avec nos collaborateurs. Mais il y a quand même eu des pionniers, voilà. Et Southwest Airlines est une entreprise extrêmement passionnante de ce point de vue-là. Alors jusqu'à la crise récente, c'était, si ce n'est l'entreprise du monde aérien la plus rentable, en tout cas, elle a toujours été l'une des entreprises dans le monde du transport aérien parmi les plus rentables. C'est une entreprise aussi qu'on méconnaît parfois, mais qui est l'inventeur finalement du modèle aérien du low cost. Donc c'est une entreprise extrêmement passionnante. Et vous le voyez, ça c'est une capture d'écran. Et dès l'année 1988, en fait, cette entreprise se définissait assez classiquement comme une entreprise nord-américaine, une mission tournée évidemment vers ses clients. Et puis tout de suite en dessous, vous voyez, pour nos employés, et le mot care, donc qui commençait déjà à être utilisé, mais finalement, comment avoir vis-à-vis de nos propres collaborateurs le même niveau d'attention finalement, quelque part, que nous devons à nos clients. 1988, voilà, que des entreprises précurseurs. Et puis, ce qui est très important aussi, il y a encore des gens quand même qui doutent un petit peu de l'impact finalement de ces sujets sur la rentabilité et la prospérité de l'entreprise. Je pense que Southwest fait partie des entreprises qui nous démontrent que le fait d'investir dans l'humain, que ce soit le collaborateur ou le client, c'est quelque chose effectivement qui aide à garantir la pérennité de l'entreprise, si tant est qu'il fallait le rappeler. Plus près de nous et plus récemment dans le temps et dans l'espace, Michelin, qui est une des entreprises que j'ai eu le bonheur de pouvoir interviewer dans le cadre de l'ouvrage dont tu parlais, Frédéric, qui, comme beaucoup d'industriels aujourd'hui a engagé depuis un certain nombre d'années cette transformation pour replacer finalement ces deux notions, l'expérience client, vous le voyez en bleu d'un côté, l'expérience collaborateur en vert à gauche, et l'expérience collaborateur en bleu, en montrant bien avec ce petit symbole là, du bibendum au milieu, que ces deux sujets qui doivent être pensés et qui doivent être travaillés en fait en même temps, en synergie, vraiment de façon complémentaire, et que c'est de cette façon-là que même un groupe industriel va pouvoir finalement garantir sa pérennité, son évolution dans le temps. Donc, on voit bien aujourd'hui que finalement, cette idée du collaborateur heureux qui contribue ou qui aide à rendre finalement les clients heureux, c'est quand même quelque chose qui s'est installé durablement.
Alors finalement, pourquoi? Très rapidement, il y a plein de motifs, mais s'il fallait en retenir un, il y a eu, je me permets de le mentionner, un livre blanc qui a été co-signé donc par Mazars et par le Crédit Agricole autour de la notion d'expérience collaborateur et qui voilà, met en évidence un certain nombre d'éléments. Le premier, évidemment, c'est la question de l'engagement. Je crois que c'est pas un scoop ce matin. Beaucoup d'entreprises françaises, et c'est aussi un mal français hein, quand on nous compare aux autres pays européens, souffrent, on pourrait dire, d'une crise de l'engagement. Donc l'idée derrière tout ça, quand même, à un moment donné, c'est aussi de se dire finalement comment on mobilise nos collaborateurs et comment on les mobilise notamment, évidemment, quand ils sont en relation avec nos clients, puisque tout transpire. Que dans un métier de service, dans un métier de proximité avec les clients, que ce soit en face à face ou à distance, eh bien la manière dont les collaborateurs finalement vivent leur quotidien, c'est nécessairement quelque chose qui va transparaître dans leur quotidien, dans la manière qu'ils vont avoir finalement d'interagir avec les clients de l'entreprise. Il y a plusieurs manières hein, d'entrer dans ce sujet. Je voudrais rapidement en poser deux. La première, et pour moi elle est importante, mais c'est ce que j'appelle l'entrée par le bas, c'est de se dire finalement, si on veut travailler sur cette notion d'expérience collaborateur, encore une fois en miroir, en résonance avec la notion d'expérience client, eh bien il y a quelque part un contrat de base, et le contrat de base c'est de traiter les irritants. Au même titre qu'il y a des irritants clients, mais il y a des irritants collaborateurs. Je vous propose ici une définition que j'aime bien, elle est pas de moi, elle est d'un bailleur social. Alain le disait en ouverture tout à l'heure, vous travaillez vous aussi avec des administrations. Ben oui, c'est pas le propre de l'entreprise et de la notion de client, mais des administrations ou des bailleurs sociaux aujourd'hui s'intéressent, ou des hôpitaux s'intéressent aussi à leur public et travaillent cette notion d'expérience. Et donc vous le voyez, une définition très simple pour ce bailleur social, de dire finalement c'est quoi un irritant collaborateur. Voilà, c'est tout ce qui nuit de manière récurrente à la bonne réalisation des missions, que ce soit des dysfonctionnements techniques, humains, organisationnels, etc. Et on voit bien derrière ça qu'il y a déjà ce contrat de base qui est de dire finalement, si on veut travailler l'expérience collaborateur, eh bien, préoccupons-nous d'abord de ce qui peut finalement gâcher une rencontre dans le quotidien des équipes, finalement, avec les clients, que ce quotidien soit entaché par des dysfonctionnements organisationnels, techniques ou autres. Et puis, il y a une deuxième manière, un petit peu plus globale, un petit peu plus systémique, par laquelle on peut aussi rentrer, qui est cette notion de care, qui fait référence à une forme d'éthique qu'on appelle l'éthique du care. Alors désolé pour cet anglicisme, on me le reproche souvent, mais il n'est pas de moi et je n'ai pas inventé non plus l'éthique du care. Elle est née aux États-Unis, elle a une quarantaine d'années, mais moi j'y trouve en fait une source d'inspiration pour finalement reparler ou rafraîchir un petit peu notre approche du management, mais aussi, vous le voyez, autour de ces sujets de l'expérience client collaborateur. Alain faisait évidemment en introduction référence finalement à la pandémie, au contexte quand même très singulier dans lequel nous sommes depuis un certain nombre de mois. Il est vrai que paradoxalement, l'époque a aussi amené finalement sur le devant de la scène cette notion de care. Je pense que la plupart d'entre vous, ça pourra faire partie d'ailleurs, je l'espère, des échanges, n'avaient peut-être pas entendu parler d'éthique du care ou de cette notion de care, on va dire, avant le mois de mars dernier. Il est très probable que ces 10 derniers mois, vous ayez beaucoup entendu parler de cette éthique du care, cette logique donc de l'attention à l'autre, de prendre soin. Et derrière ça, avec des enjeux notamment de reconnaissance et de mise en visibilité finalement de tout un tas de métiers qui pour beaucoup ne sont pas simplement des métiers, on va dire, plus directement associés au prendre soin, donc des métiers de la santé, des métiers à l'hôpital, mais plus globalement celles et ceux qui, dans nos quotidiens, nous sont indispensables parce qu'ils nous livrent des repas ou parce qu'ils nous permettent tout simplement d'accéder à des services de base. Et bien finalement, tous ces invisibles qui font nos quotidiens, eh bien, il est commun aujourd'hui de dire que la crise, malheureusement, si je puis dire, mais en tout cas a permis de mettre en avant, de mettre un peu plus en visibilité, on va dire, tous ces acteurs-là. Mais on voit bien derrière un immense enjeu de reconnaissance et de revalorisation finalement de ces métiers, de la relation à l'autre, du service, du prendre soin, qui reste encore aujourd'hui un enjeu finalement toujours très très fort autour de nos sujets. Donc l'éthique du care, c'est quelque chose qui peut paraître comme ça un petit peu conceptuel. Je ne vais pas du tout rentrer par le concept. Je voulais là aussi partager avec vous juste deux exemples. Le premier, c'est aussi une très belle entreprise. Je pense que vous la connaissez toutes et tous, puisque plus d'un Français sur deux est allé généralement en famille visiter ce magnifique parc de loisirs, donc le Futuroscope. Et le Futuroscope a lancé, donc comme un certain nombre d'entreprises aujourd'hui, on parlait de Michelin tout à l'heure, une démarche qui s'appelle EQ pour expérience client collaborateur unique. D'ailleurs, à ces deux C ont été rajoutés le troisième C, qui est celui du citoyen. Frédéric, c'est sans doute pour un prochain webinaire où on articulera non seulement le client et le collaborateur, mais aussi donc ce troisième C, le citoyen. Et vous le voyez, moi j'aime beaucoup cette slide qui est un travail. Ça fait le lien aussi avec le propos de Karen tout à l'heure, donc d'écoute et de traitement des verbatims, donc des collaborateurs. Et on voit, j'ai mis ça en exergue en bas en rouge, ce verbatim qui nous dit finalement une chose très simple mais très importante, c'est que les collaborateurs du parc finalement se sentent bien
se sentent utiles quand, en particulier, ils peuvent prendre soin finalement des visiteurs les plus fragiles du parc. Alors, ça peut être des femmes enceintes, hein, mais ça peut être aussi les grands-parents qui vont accompagner les petits-enfants au parc et qui peuvent avoir un petit peu de difficulté à monter ou à descendre en fait les escaliers. Et donc, pour eux, très spontanément, d'exprimer finalement leurs sentiments, quelque part aussi de fierté, mais en tout cas d'utilité, de se sentir utile, quand ils apportent finalement leur aide au public les plus fragiles, eh bien pour moi, ça relève complètement de cette logique du CARE. Et vous le voyez ici, je trouve merveilleusement exprimé de façon extrêmement simple dans le quotidien des équipes du parc. Et puis un deuxième exemple que j'emprunte à une société que j'ai le plaisir d'accompagner qui s'appelle Alfie, qui est basée d'ailleurs pas très loin de nous ici en région grenobloise du côté d'Aix-les-Bains, qui s'appelle Alfie. Et en fait, le verbatim que vous avez à l'image est un propos, un véritable propos d'Euchariste que vous voyez également là sur l'image et qui m'a toujours profondément touché parce que quand je suis intervenu dans cette entreprise et que j'ai commencé à parler de CARE, évidemment, on m'a regardé avec des yeux comme ça en disant mais de quoi il nous parle et finalement, ça me fait tilt. Et ce cariste est venu me trouver en me disant mais tu sais Benoît, finalement, moi j'avais jamais réfléchi en termes d'éthique, en termes de notion de CARE. Et ce que tu dis, ça me parle, ça me touche. Et moi, finalement, dans mon quotidien en tant que cariste, quand j'aide finalement ici ce chauffeur livreur à bien agencer finalement les charges sur son camion, eh bien pour moi, bien faire mon métier, prendre soin de lui, ça a du sens parce que si je fais pas les choses correctement, mais de mon point de vue, eh bien il peut avoir des soucis en fait en route parce que tout ça peut bouger et tout ça peut éventuellement finir par tomber du camion et donc on imagine bien créer des accidents qui peuvent être très graves en fait sur la route. Et donc pour lui très spontanément, le fait de pouvoir prendre soin finalement de ce partenaire, hein, puisque c'est même pas un collègue, c'est un partenaire dans son métier, eh bien c'est quelque chose qui relève très naturellement de la façon qu'il a lui d'exprimer finalement ce qui fait quelque part le sens et la fierté de son métier. Voilà, vous voyez, donc deux exemples très simples, très différents, mais pour montrer finalement qu'en tout cas, du point de vue des équipes, cette notion de CARE, elle peut renvoyer, elle peut résonner avec un quotidien extrêmement concret. Je m'éloigne un petit peu du terrain et des exemples, on y reviendra. Je voulais rapidement partager avec vous, alors je vais pas pouvoir m'y attarder trop ce matin parce que le temps compte. C'est une petite matrice très simple que j'ai développée dans un autre ouvrage autour de la notion de CARE et qui permet simplement de se réaligner en fait dans une organisation autour de ces 4 grands besoins qui sont pour moi les besoins les plus fondamentaux, en tout cas tels que l'éthique du CARE finalement nous aide à les mettre en avant, qu'on soit d'ailleurs un client, un collaborateur, en tout cas une personne. Le premier, le nord, c'est la confiance que j'ai en moi, la confiance que je place dans les autres, la confiance aussi que je ressens de la part des autres, mes clients, mes collègues, mon manager. Le deuxième, c'est l'écoute. Donc là, on est au cœur du sujet de la matinée avec l'intervention de Karen tout à l'heure. Est-ce que je me sens en tant que collaborateur, mais en tant que client aussi, écouté? Est-ce que je sens que mes propos, ce que je fais remonter à de l'importance? Est-ce qu'on me fait un feedback très important? La notion de pouvoir d'agir, alors on parle beaucoup plus dans les entreprises de droit à l'initiative, éventuellement de droit à l'erreur ou d'empowerment, mais en tout cas, la capacité réellement que je ressens à pouvoir prendre des initiatives et le cas échéant à transgresser un petit peu, à sortir un petit peu de la règle des process de l'entreprise. Et puis le dernier, j'en parlais un petit peu tout à l'heure en ouverture autour de la notion de CARE, c'est ce besoin de reconnaissance, à la fois pour moi, à la fois pour mon équipe si je suis un manager, mais aussi bien sûr pour les clients et bien au-delà des programmes de fidélisation. Nos clients ont besoin de reconnaissance, ont besoin de se sentir reconnus et ça dépasse très très largement le simple champ de la fidélisation et de ce qu'on peut mettre en place, notamment en B2C autour de ces sujets-là. Alors cette matrice, elle est importante pour moi parce que quand on veut travailler sur l'expérience collaborateur, dans l'expérience collaborateur, il y a le mot collaborateur. Et si on veut s'intéresser au collaborateur, il faut s'intéresser à la personne qui est derrière le collaborateur. Et cette personne, comme vous, comme moi, elle a des besoins. Et me semble-t-il, quand on s'attache à traiter, à considérer déjà ces 4 grands besoins-là, on fait déjà beaucoup en faveur de l'expérience collaborateur. Alors Frédéric m'avait demandé de terminer cette intervention par quelques clés pour agir. Alors évidemment, il y a un écart volontaire, un peu d'humour quand même entre les consignes qu'il ne faut pas suivre évidemment en rouge avec la petite croix et puis les contre-exemples que je donne qui sont des bons exemples. Alors le premier, j'ai mis ne pas montrer une réelle attention au quotidien des équipes. Je le disais tout à l'heure, je pense que
les grands discours, les grandes démarches, lancer un programme autour de l'expérience collaborateur, c'est évidemment important, mais toujours garder en tête qu'à un moment donné, les équipes de terrain vont nous juger, vont nous jauger à l'aune de leur quotidien et de cette capacité qu'on a ou pas à prendre soin d'elles dans un quotidien qui parfois est extrêmement basique. Ici, on le voit avec un chauffeur-livreur de but à gaz. Et donc, de se dire finalement, bien sûr, il faut articuler cette vision haute, bien sûr, il faut articuler une démarche extrêmement globale, c'est important, donner du sens, avoir une ambition, avoir une vision stratégique autour de ce sujet. Mais il convient toujours aussi de se dire comment très, très vite on donne des gages, on donne des preuves concrètes aux équipes en s'efforçant de traiter finalement leurs petits irritants du quotidien. Et ici, dans cet exemple, tout simplement de prendre soin, c'est accompagner en prévention, mais aussi quand ils ont des soucis, ces collaborateurs qui chargent et déchargent en permanence au quotidien des charges qui sont lourdes, eh bien, de prendre soin de ce quotidien, c'est-à-dire concrètement de leur lombaire, de leur dos. Ça, c'est le premier point. Alors oui, j'aime beaucoup cette image parce que quand on parle de prendre soin, moi j'évolue maintenant chez un aménageur, donc notre métier c'est de créer, de concevoir, de mettre en place et de maintenir des espaces, notamment des lieux de vie pour les équipes. Donc vous voyez ici en fait un espace chez un acteur du jeu vidéo, c'est une plateforme de service client. Et je trouve que les salariés que vous voyez en fait ici à l'image ne sont pas les salariés de l'entreprise de jeux vidéo en question, c'est un prestataire, c'est un partenaire. Eh bien, cette entreprise, pour travailler finalement l'expérience collaborateur, a considéré que ces collaborateurs, qui ne sont pas, encore une fois, ses propres salariés, qui sont situés ici, en l'occurrence, en Europe centrale, eh bien, il était important d'en prendre soin et donc de créer, vous le voyez en fait à l'image, un environnement de travail, bien sûr, qui porte en fait les couleurs de l'entreprise, mais aussi, vous le voyez, quand même des attentions, un canapé, des poufs, donc tout un mobilier, toute une qualité d'aménagement finalement pour aider ses collaborateurs à se sentir bien et être en posture de bien accompagner à distance, par chat essentiellement, un petit peu par téléphone aussi, les clients de cette entreprise de jeux vidéo. Donc vous le voyez aussi, des entreprises qui vont très très loin puisqu'elles dépassent même le champ finalement du statut de salariat et pour aller finalement là aussi prendre soin quelque part de leurs partenaires. Deuxième clé pour agir, il faut pratiquer, bien évidemment, ou continuer à pratiquer ce qu'on pourrait appeler un management old school, à la papa, à l'ancienne, voilà, donc très vertical, avec une hiérarchie très forte, peu de marge de manœuvre, peu d'autonomie, etc., etc. Contre-exemple, je l'emprunte à mon ami Stéphane qui dirige en fait l'expérience client au sein de l'UCPA, donc une association que je pense que nous sommes nombreux à connaître autour de la pratique sportive. Et Stéphane, qui est vraiment un manager avec qui j'ai beaucoup de plaisir à échanger et que j'ai toujours beaucoup de plaisir à entendre, eh bien voilà, a défini pour lui en tout cas un modèle managérial extrêmement simple, quelques clés d'or si je puis dire pour lui. Et vous voyez, j'ai mis en exergue deux mots qui pour moi sont particulièrement importants en fait dans sa vision du management. C'est la confiance et c'est la délégation. Il pilote notamment le service de relations clients de l'entreprise, la relation client donc à distance. Et bien pour lui de dire finalement aux équipes, c'est pas moi de définir des normes concernant par exemple le fait de rembourser en tout ou partie le séjour du client dès lors qu'un problème a pu émerger. Je vous fais confiance, c'est à vous de juger de la pertinence au regard du client, de l'historique de la relation avec lui, de ce qu'il a vécu, de l'émotion aussi qu'il trimballe quand il vous contacte, de prendre la bonne initiative, de faire le bon geste. Et là-dessus, je vous fais confiance, mais vous devez évidemment être responsable et donc en contrepartie, être en capacité de toujours m'expliciter pourquoi vous avez eu ce geste de générosité le cas échéant. Donc faire évoluer nos pratiques managériales, et là aussi ça reste et de loin sans doute une des principales attentes des équipes, faire évoluer les pratiques de leur management de proximité. Troisième clé, alors j'ai mis pratiquer l'effet baby-foot. Ici, qu'on aménage une kitchenette un peu sympa, on met un baby-foot sous l'escalier, puis on pense qu'on a fait l'expérience collaborateur. Je caricature volontairement, mais malgré tout, on a bien senti comme ces dernières années que par moment, cet effet caricature n'était pas si loin que cela de la réalité. Et j'ai mis versus travailler son offre de service. Au même titre qu'une entreprise de service, mais pas que, doit, à mon sens, travailler et structurer son offre de service finalement à ses clients, et bien dans le cadre d'un programme d'expérience collaborateur, on doit, à mon sens, travailler aussi l'offre de service que l'on veut ou que l'on a ou que l'on veut enrichir à destination en fait de nos équipes. Et vous le voyez dans le petit verbatim là, que j'emprunte encore une fois au petit livre blanc édité par Mazars et le Crédit Agricole, eh bien, oui, il faut bien sûr commencer par le basique, par les services de base, et notamment effectivement par le fait de traiter ces petits irritants, mais il faut chercher bien évidemment avoir ces cartes de visite quand on arrive, ben, on considère que c'est relativement normal, c'est pas ça qui va créer l'effet wow pour le collaborateur, c'est d'autres choses.
Si on n'est pas au rendez-vous sur ces services de base, ça ne sert à rien d'aller finalement imaginer des services plus pour nos collaborateurs. Donc, travailler au regard de l'impact, au même titre que l'impact de la satisfaction du client, et bien travailler une offre de service au regard de l'impact que nos différents services vont avoir sur nos équipes. Et puis, un autre thème qui est évidemment très important dans le sujet qui est le nôtre ce matin, qui est de dire finalement, il ne faut surtout pas mettre en cohérence nos attentions, il faut mettre le paquet côté client et puis les collaborateurs, on verra. Moi, j'aime beaucoup utiliser le symbole parce que c'était beaucoup mis en avant ces dernières années. Vous savez, la fameuse chaise du client qu'on va retrouver dans la salle du COMEX ou du comité de direction. Eh bien, évidemment, on peut aussi se dire, pourquoi pas aussi, en toute cohérence, mettre aussi la chaise du collaborateur et se dire, après toute réunion finalement du comité de direction, finalement, là, ça fait 2h30 qu'on échange. Est-ce qu'on a quelque part ici contribué d'une manière ou d'une autre à améliorer ce qu'on fait vivre et parfois subir à nos clients? Et puis, en résonance, en cohérence, est-ce que là aussi, on a pris des décisions qui vont avoir un impact positif sur l'expérience de nos collaborateurs? Et là aussi, quand on veut travailler l'expérience client et qu'on veut développer finalement un certain nombre d'attentions à destination des clients, eh bien tout se voit et tout est perceptible évidemment pour les collaborateurs et revient très souvent et très vite ce que moi j'appelle l'effet boomerang, qui est une phrase très simple que vous avez sûrement beaucoup entendu les uns et les autres, c'est « et nous » et moi. Et ça marche aussi, vous le voyez par rapport à l'image que j'ai mise, la petite bouteille d'eau et en bas à droite et puis la machine à café. J'avais publié il y a quelques temps un article sur Forbes autour de ce que j'avais appelé la lutte des tasses, de la lutte des classes et la lutte des tasses, pour faire sourire, mais pour dire aussi à quel point les choses peuvent se cristalliser sur des choses qui peuvent paraître anecdotiques, et notamment la qualité du café qu'on offre à nos clients versus celle qu'on offre à nos collaborateurs, mais aussi souvent l'écart qui existe entre la qualité du café que les équipes peuvent avoir au siège versus en fait dans les réseaux, sur le terrain, dès lors que l'entreprise en fait dispose de plusieurs lieux de vie pour ses équipes. Voilà, donc tout compte, tout parle aux collaborateurs comme aux clients et la symbolique sur ces sujets aussi est très importante. Et puis, je terminerai pour respecter le timing et céder donc la parole à Karen juste après, qui va parler de l'écoute collaborateur et des dispositifs et des démarches et vous livrer son retour d'expérience. Eh bien, l'écoute, pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un des quatre besoins parmi les plus importants. J'entends rarement, quand je travaille avec une entreprise, des collaborateurs ou des managers se sentir parfaitement écoutés. J'enfonce volontairement une porte ouverte et là aussi c'est pour jouer le jeu de la transition, mais je pense qu'on peut partager ce constat. Vous nous direz si vous le partagez chez vous, que très souvent remonte un sentiment de on ne nous écoute pas suffisamment, voire on ne nous écoute plus. Et vous le voyez ici dans le cadre d'un programme autour de la culture de service pour une grande compagnie d'assurance. Le programme s'appelle donc Esprit de service. 5 grands marqueurs. Eh bien, le premier, quelque part, tout en haut, eh bien, c'est écouter, mais écouter pour entendre vraiment, écouter à la fois les clients, écouter à la fois les collaborateurs. Et cette écoute, et je terminerai par là, Frédéric et Karen, c'est d'abord une posture, c'est à la fois une posture comportementale pour soi et comment je travaille ma posture d'écoute, mais aussi une posture que j'ai l'habitude de qualifier de collective, et comment dans une organisation, collectivement, nous nous outillons, nous créons des rituels d'écoute, des baromètres, des outils de mesure existent aujourd'hui, et Karen va vous en reparler juste après, qui permet justement de de ritualiser finalement ces moments d'écoute en faisant un feedback évidemment aux managers d'abord, et puis des managers vers les collaborateurs, mais pour réellement mettre en place des systèmes qui permettent aux collaborateurs de se dire ça y est, je me sens réellement entendu. Voilà, j'en termine là pour respecter le timing. Merci de votre attention et je vais relâcher là. Merci Benoît. Alors, bien entendu, on va pouvoir passer à la session de questions-réponses à la fin des interventions. Donc, si vous avez des questions pour Benoît, posez-les directement dans l'outil de webinaire. Et en fait, on en sélectionnera quelques-unes à la fin. Et Benoît, bien sûr, sera à votre disposition pour répondre à toutes ces questions. Karen aussi. Alors, je vous propose de passer à la deuxième partie de l'intervention. Et là, en fait, justement, on va passer sur un petit peu le concret de l'expérience collaborateur avec l'écoute collaborateur. Et là, justement, Karen, tu vas nous donner, entre guillemets, le schéma idéal de l'écoute collaborateur du début jusqu'à la fin de la relation avec l'entreprise. Alors, je te laisse nous en parler de manière concrète. Alors,
Effectivement, Benoît a très bien expliqué ce qu'est l'expérience collaborateur. Maintenant, on va essayer de le mettre dans une perspective d'écoute collaborateur. Et la première chose qu'on va essayer de bien recontextualiser dans un dispositif d'écoute, c'est de savoir finalement comment on va pouvoir faire matcher l'expérience collaborateur avec l'écoute. Pour nous, l'expérience collaborateur, c'est différents moments d'interaction du collaborateur avec son organisation et l'intégralité de l'écosystème que peut représenter son entreprise. Et pour cela, on découpe en 4 grandes étapes que sont le recrutement, la découverte, la carrière et le départ. Pourquoi ? Tout simplement parce que chacune de ces 4 grandes étapes représente finalement un statut, un état du collaborateur. Le recrutement, on est véritablement sur le potentiel collaborateur qui va rentrer dans l'entreprise. Ensuite, la découverte, c'est toute la phase qui permet d'embarquer le collaborateur dans l'aventure qu'il doit aller vivre ensuite avec l'entreprise. Donc, on est vraiment sur ce nouveau collaborateur qui rentre dans l'entreprise et tout le parcours d'intégration auquel il va être amené de réaliser. Donc, c'est une phase aussi essentielle dans l'expérience collaborateur. Ensuite, on a la carrière. Donc là, c'est véritablement les collaborateurs qui sont intégrés dans l'entreprise et qui vivent au quotidien l'entreprise et tout l'écosystème que peut composer l'entreprise. Et puis enfin, on a le départ. Le départ, c'est le moment où le collaborateur quitte l'entreprise, remet soit sa démission ou alors termine un contrat avec l'entreprise. Et c'est aussi une phase clé à gérer pour s'assurer que le collaborateur va partir dans de bonnes conditions, avec une bonne image de l'organisation dans laquelle il a été intégré. Et donc, dès lors que l'on a posé un petit peu ce premier environnement qu'est l'expérience collaborateur au regard de l'écoute, on va identifier les raisons qui poussent à mettre en place donc une écoute collaborateur. Aujourd'hui, ce qui est en place dans un grand nombre d'entreprises, ce sont des baromètres annuels ou biannuels qui sont des appuis incontestables de la stratégie et de la politique RH. Ils vont permettre, ces baromètres, de valider, d'affirmer ou de réorienter une politique RH. En revanche, ils ne mesurent pas au quotidien et tout de suite lors d'une interaction le ressenti ou en tout cas la perception des collaborateurs. Un baromètre, c'est une image à un moment donné de l'intégralité des collaborateurs ou en tout cas d'une majorité des collaborateurs. C'est un petit peu comme l'écoute à chaud et l'écoute à froid pour les clients, en fait. C'est un petit peu la même chose. Tout à fait, tout à fait. On va transposer tout simplement l'écoute client. On va essayer de le retransposer également au niveau du collaborateur. Du côté du client, on définit un parcours, on définit tout un programme d'écoute lié au parcours du client. De la même façon, l'expérience collaborateur, on retraduit tout son parcours au sein de l'entreprise, tout son cycle de vie avec l'entreprise et on va positionner des moments d'écoute de manière à pouvoir être au plus proche des interactions que les collaborateurs peuvent avoir. Par exemple, si on est sur un collaborateur qui vient d'entrer dans l'entreprise, on va l'écouter à l'issue de sa phase de découverte de l'entreprise pour évaluer sa perception de son parcours d'intégration. C'est véritablement donc donner la voix du collaborateur dans ses missions au quotidien, dans sa relation au quotidien avec l'entreprise, avec les clients et également avec tout le reste de l'écosystème. Ça peut être les fournisseurs, ça peut être ses collaborateurs en interne, bref, tout ce qui compose sa vie au quotidien dans l'entreprise. Votre collaborateur, c'est votre premier client. Et en ce sens, il est important de l'écouter et de le positionner également au centre des attentions. Donc,
l'écoute collaborateur doit être placée au cœur de vos attentions. Et pour cela, ça va vous permettre de suivre non seulement sa satisfaction au travers d'indicateurs très synthétiques, d'écouter et d'analyser ses retours et ses feedbacks, d'assurer votre réputation et votre notoriété et de mettre en place des actions correctives pour une démarche d'amélioration continue. De la même façon que pour une écoute client, vous allez positionner différentes enquêtes avec des indicateurs qui vont vous permettre de suivre la satisfaction, la notoriété et également tout cela va vous permettre de mettre en place des actions correctives pour pouvoir améliorer toujours l'expérience de vos clients. Et bien de la même façon, on va reporter ce même schéma pour pouvoir accompagner les collaborateurs, retenir les talents au sein de l'entreprise. Ces indicateurs vont vous permettre de nourrir votre programme CARE et donc de créer une véritable expérience collaborateur ressentie. Il faut bien donner l'impression aux collaborateurs que vous ne mettez pas en place une écoute collaborateur pour écouter, mais véritablement pour lui faire vivre une expérience et qu'il ait véritablement la sensation d'être au cœur de votre système d'écoute, de la même façon que vous placez votre client au cœur de votre système d'écoute. Comment on va mettre en place un dispositif d'écoute collaborateur? Alors, les consultants chez Eloquent travaillent avec vous sur 4 données très importantes. D'abord, on va vous demander de définir le parcours collaborateur au sein de votre entreprise. En quoi consiste-t-il? Donc, on va reprendre chacune des étapes avec vous et on va regarder est-ce que, par exemple, sur l'onboarding, sur la période de découverte de l'entreprise, vous avez une organisation structurée. Est-ce que c'est c'est une organisation qui est partagée sur l'intégralité de vos sites ou est-ce que chaque site gère de manière indépendante et complètement différenciée sa phase d'intégration des collaborateurs? Donc, de la même façon que pour un parcours client, on va schématiser le parcours, pour un collaborateur, on va faire exactement la même chose. Ensuite, on va travailler avec vous sur ce que représente pour vous l'expérience collaborateur au sein de l'entreprise. Quelles sont les valeurs et la culture d'entreprise autour de cette information? Quel type de management vous avez mis en place? Quelles sont les grandes valeurs que vous voulez véhiculer au travers de cette expérience collaborateur? La bienveillance, le partage, la performance. Finalement, on en revient aux besoins exprimés par Benoît précédemment, les 4 grands besoins. Est-ce que vous développez toute cette expérience collaborateur autour de ces besoins-là? Ensuite, on va chercher à identifier quelles sont les personnes à impliquer dans ce dispositif d'écoute. Alors, bien entendu, il y a les collaborateurs. C'est quand même eux la cible principale. Donc, les collaborateurs doivent être informés des moments pour lesquels ils vont être sollicités. Lorsque vous embarquez un nouveau collaborateur dans votre entreprise, vous le recevez et vous allez lui expliquer qu'à l'issue de sa période d'essai, il va recevoir une enquête pour évaluer justement toute cette première période de relation avec l'entreprise. De la même façon, lorsque vous allez développer des enquêtes de type pulse, d'humeur auprès de vos collaborateurs, vous n'allez pas lancer l'enquête comme ça du jour au lendemain. Préalablement, il y a toute une éducation, une appropriation de cette enquête, expliquer pourquoi vous la menez auprès de vos collaborateurs, quels vont en être les bénéfices et donc comment vous allez restituer et mettre en place des plans d'action au travers des résultats que vous allez collecter. Ensuite, vous allez devoir aussi impliquer les équipes RH
et les managers. Donc, que ce soit au niveau de la direction des ressources humaines, que ce soit au niveau des RRH, que ce soit au niveau des managers de proximité. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est dans le quotidien du collaborateur. Et donc, on cherche à prendre auprès de ce collaborateur tous les feedbacks de sa vie au quotidien. De la même façon que le client, suite à un passage en boutique, vous allez lui demander ce qu'il a ressenti, comment il a vécu cette expérience. Ces informations-là permettent à un responsable de boutique de mieux gérer soit de son espace boutique, soit de mieux piloter, de mieux argumenter avec son personnel de boutique auprès des clients. Donc, au niveau du collaborateur, on va appliquer les mêmes principes. Les feedbacks quotidiens vont permettre d'alimenter les managers. Donc, il faut les embarquer dans cette aventure. Ensuite, on va mettre en place un dispositif qui peut être basé sur 4 grandes étapes. Bien entendu, on n'oublie pas les enquêtes annuelles ou biannuelles qui permettent donc d'appuyer la stratégie RH. Et on vient complémenter ça avec 4 autres types d'écoute. Une écoute de type expérience collaborateur, l'onboarding, l'offboarding. Ça, c'est des moments bien précis dans la vie du collaborateur qui vont permettre d'apporter aussi, d'alimenter votre management par le care. On va également ajouter une couche d'enquête régulière, l'humeur du collaborateur par exemple, avec des enquêtes très fréquentes pour savoir comment se sent le collaborateur au sein de l'organisation. Est-ce qu'il y a des irritants? Est-ce qu'il y a des sources d'amélioration? Et tout cela va être alimenté non seulement par une question fermée très simple, et puis également au travers de commentaires laissés par le collaborateur. Et enfin, le dernier type d'enquête qui va pouvoir être mis en place, c'est les enquêtes dites de perception de l'effort. Et là, on est véritablement dans la symétrie des attentions, collaborateur-client. Enfin, ce dispositif d'écoute va permettre de mettre en évidence 4 types d'indicateurs: l'engagement, l'implication, la notoriété et l'effort. Et tout cela va être soutenu par des feedbacks qui seront analysés grâce à notre grammaire collaborateur, qui permet de sortir des verbatims des collaborateurs, les irritants, mais aussi tout ce qui fonctionne bien, les best practices, pour pouvoir aussi redonner du retour aux managers et pouvoir piloter au mieux leurs collaborateurs et les aider dans leur mission quotidienne. Finalement, l'expérience collaborateur, elle s'intègre complètement dans un système d'écoute global où on va pouvoir avoir d'un côté l'écoute client, qui va se traduire au travers de 3 dimensions: l'écoute in situ, suite à un passage en boutique, l'écoute avec un service, avec une interaction avec un service client, et également tous les dispositifs d'écoute qu'on peut mettre sur les sites internet, les écoutes digitales. Parallèlement à ça, on va avoir l'écoute collaborateur avec la mesure d'humeur, la mesure de l'engagement et également tout ce qui fait sa relation avec son employeur et son manager. Toute cette intégralité, tout cet écosystème-là est mesuré et aujourd'hui est très largement éprouvé avec notre client Ikera, avec qui on a remporté un CX Award dans la catégorie de la meilleure stratégie feedback, et qui nous a permis pour Ikera de développer tout un système d'écoute à la fois côté client et côté collaborateur, et de pouvoir aussi faire des symétries d'attention sur des KPI fil rouge entre ces 2
ces deux environnements d'écoute. Donc, aujourd'hui, comme le précisait Benoît, on a toute la partie écoute client qui est extrêmement développée chez nos clients et on tend de plus en plus à également développer l'écoute employée au travers de plusieurs dimensions. L'important étant de bien structurer ou d'aussi bien structurer l'écoute employée que celle qui peut être, que l'écoute collaborateur qui est aujourd'hui mis en place dans grand nombre d'entreprises. Voilà. Merci Karen. Donc, ce que l'on peut retenir en fait de ce premier atelier, c'était vraiment que le CARE, en fait, c'est écouter les collaborateurs pour qu'ils soient en fait en mesure de donner une bonne expérience client. En fait, un collaborateur engagé, ça sera quelqu'un qui sera engagé pour donner une bonne expérience au client auquel il aura affaire. Et l'écoute collaborateur, comme tu le disais, se développe de plus en plus. On a beaucoup travaillé pendant des années sur la partie écoute client et maintenant, en fait, il y a un travail important à faire sur l'écoute collaborateur. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de passer à la session de questions-réponses. Donc, on a à peu près une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes de questions-réponses. Je vous laisse poser vos questions directement dans le chat, dans la partie questions que vous avez sur l'outil de webinar. Et on va prendre tout de suite la première question avec Chantal qui est dans les coulisses. Oui, Frédéric. Alors, ce premier workshop a soulevé pas mal de questions. Catherine qui demande à Benoît, selon vous, qu'est-ce qui empêche les managers de mettre en place des systèmes de care management? Cela rejoint une seconde question que je vais poser en même temps de Caddy Françoise. Est-ce qu'une refonte de l'organisation est toujours nécessaire pour une entreprise traditionnelle qui souhaite mettre en avant l'employee experience ou le care management? Cela ne se traduirait-il pas par une forme de peur chez certains dirigeants? Alors Benoît, je te laisse répondre. Juste, la question peut être juste rappelée, c'est sur la difficulté au niveau des managers, hein, c'est ça, pour déployer une démarche de care. Ouais. Oui. Non, selon vous, qu'est-ce qui empêche les managers de mettre en place des systèmes de care management? En fait, il y a beaucoup de freins. Le premier, c'est la personne, c'est-à-dire finalement de se sentir légitime, hein, pour parler comme ça de care, d'attention, de prendre soin, et souvent d'avoir le sentiment qu'on lui adresse un reproche. C'est-à-dire le grand danger quand on met le doigt dans l'engrenage, et je l'ai vécu régulièrement, c'est de se dire mais comment je ne prends pas soin de mon équipe, et donc de se sentir quelque part attaqué en tant que manager dans sa posture. Donc c'est très important de veiller à ce type de message et d'accompagner évidemment toute la démarche d'une communication interne qui consiste à dire non, on part pas du principe que vous ne prenez pas soin de vos équipes, mais bon voilà, on peut tous avoir des points de progrès là-dessus. Le deuxième, c'est évidemment d'objectiver les choses, et là ça fait le lien avec ce qu'a exprimé Karen autour de l'écoute. Et c'est vrai quand même que très souvent la qualité de l'accompagnement managérial, le management de proximité fait partie ou peut faire partie des, on va dire, des petites choses qui gênent dans le quotidien des équipes, et donc d'aider les managers à objectiver, à prendre du recul avec de la data, avec des verbatims évidemment traités, parce que parfois ça peut être un peu rude, mais à prendre aussi du recul du champ en collectif pour objectiver aussi les choses, c'est important. Et ça aussi, ça nécessite d'accompagner les managers. Et puis là aussi, je pense que eux-mêmes ont besoin d'exemplarité de la part de leur propre manager, donc de leur N+1, et puis ainsi de suite. Mais très souvent, vous savez, il y a un petit peu ce paravent qui consiste à dire ah oui, mais quid des autres. Et moi, je le dis souvent à des managers qui ont ça en eux, qui ont envie de le porter. Bah déjà, vous, si vous vous sentez bien avec ça, faites-le pour vous et faites-le pour votre équipe. Et puis j'ai envie de dire, l'environnement qui est autour de vous, eh bien quelque part, on peut pas attendre finalement de la part des autres de l'exemplarité. Si voilà, on peut commencer par soi. Il faut à mon sens commencer par soi. Et puis évidemment, tout ça, ça peut aussi quelque part gêner finalement par rapport au fait de tenir finalement dans la durée, de pas sombrer ou tomber dans le collaborateur roi comme on a pu, ou on peut sombrer parfois dans le client roi, mais aussi de prendre du champ et de se dire moi en tant que manager, je suis aussi un collaborateur, je suis aussi une personne, et je me sens légitime de manière réciproque. Est-ce que vous aussi,
chers collaborateurs, vous soyez aussi attentionnés et vous preniez soin de moi. Et pour moi, c'est vraiment un des apports de l'éthique du CARE qui est vraiment essentiel pour moi, cette notion de réciprocité et de dire arrêtons finalement cette injonction toujours descendante. Il faut être attentionné avec les clients, il faut être attentionné avec les collaborateurs, mais il y a au milieu quelqu'un qu'on appelle le manager et lui aussi, il a besoin d'être finalement qu'on prenne soin de lui, il a besoin qu'on soit aussi attentionné vis-à-vis de lui. Et tout ça, ça peut fonctionner qu'en réciprocité, mais au même titre finalement que dans la relation avec le client, de plus en plus, on voit aussi des entreprises courageuses et savoir dire stop, stop notamment ce qu'on peut appeler des comportements déviants des clients et protéger en fait leurs équipes parce qu'il y a un moment donné des comportements qui ne sont plus acceptables de la part des clients. Voilà, très rapidement pour pas trop monopoliser la parole. Alors, on a une deuxième question, je crois. On en a de nombreuses. Jean-Philippe qui interpelle, confiance, comment un collaborateur peut-il faire remonter un feedback honnête pendant sa phase d'intégration ou période d'essai? Ça, c'est pour Karen d'abord. Ça, c'est pour Karen. Donc, justement, ça peut être un cas intéressant puisqu'avec Ipiera, il y a eu ce feedback lors d'onboarding et lors du parcours. Oui, alors pour permettre aux collaborateurs d'être honnêtes et de se sentir aussi libre dans son expression, on va déjà favoriser l'anonymat, c'est-à-dire donner la possibilité aux collaborateurs de faire un retour anonyme et s'il le souhaite, c'est tout à fait possible pour lui aussi de pouvoir accepter que ces informations personnelles soient associées à ces réponses. Mais on va favoriser l'anonymat de manière à véritablement laisser la possibilité à chacun de s'exprimer et de véritablement exprimer ce qu'il a ressenti pendant sa phase d'intégration. Et puis, composante aussi qui est essentielle, c'est la communication que les entreprises, que les directions RH vont mettre autour de cette enquête offboarding. La manière dont elles vont expliquer les objectifs qui sont associés à cette enquête, la manière dont les résultats sont parcourus, analysés, compris, utilisés. Et puis, enfin, le fait aussi de donner cette enquête, de réaliser cette enquête non pas en interne, mais plutôt de l'externaliser, va aussi permettre aux collaborateurs d'être dans un climat de confiance, c'est-à-dire que l'entreprise qui prend en charge ce type d'enquête est soumise à une déontologie professionnelle qui peut être très largement utilisée dans les communications des DRH pour s'assurer que tout verbatim, tout commentaire, tout retour collaborateur qui peut être exprimé au travers d'une enquête de la sorte ne seront divulgués qu'à partir du moment où le collaborateur a donné son accord. Alors, on a juste une petite question, une dernière question, et ensuite on passera au prochain atelier. Il nous reste 3 minutes. Donc, Chantal. Difficile d'en choisir une, il y a vraiment de nombreuses questions. Peut-être pour Benoît, le CARE peut-il réellement aussi bien s'adapter à une petite structure qu'à un grand groupe? Alors la réponse est oui. Merci d'avoir posé la question. Je faisais tout à l'heure référence à Alfie. Alfie, c'est moins d'une centaine de collaborateurs. Voilà, donc c'est une PME. C'est une PME qui a à la fois un bureau d'études, voilà, des équipes de tertiaires qui sont au siège social, et puis 2 dépôts avec voilà des équipes qui ont un travail au quotidien assez dur. Et la démarche, elle embarque évidemment à la fois les équipes du siège et les 2 dépôts. Donc c'est tout à fait applicable dans un contexte de petite entreprise. Je voulais juste, Chantal, apporter un petit complément à ce que disait Karen, parce que c'est une question vraiment essentielle, ce sujet de la confiance. Et quand on avait travaillé à l'époque avec le Futuroscope, il m'avait fait part effectivement des difficultés, y compris dans une entreprise qui pourtant est extrêmement bienveillante et très très bien jugée par ses collaborateurs, d'avoir un taux de réponse
très élevé, sentant qu'il y avait toujours un petit peu effectivement cette suspicion vis-à-vis de l'entreprise de dire mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que je peux vraiment m'exprimer de façon tout à fait honnête et sincère? Donc c'est un vrai sujet. La réponse de Karen était très claire et je pense qu'il faut effectivement bien se poser ces questions-là pour que les gens se sentent parfaitement protégés quelque part dans leur capacité d'expression, mais que même protègent aussi les autres et leurs managers en particulier dans la manière qu'ils ont de s'exprimer en étant responsables aussi, parce qu'on ne peut pas injurier, évidemment, on ne peut pas dire n'importe quoi sur son management ou sur ses collègues. Voilà. Ok, ben merci Benoît. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans à peu près 10 minutes pour le prochain atelier qui aura lieu donc à 10h30. Donc, on vous laisse prendre une petite pause.